Mais que de cette histoire. Les voyageurs qui devaient prendre la diligence pour arriver de nuit au sommet du Wessenstein et y coucher dans l'hôtel illustré par le passage de Napoléon, puis de là redescendre et gagner la France par la trouée de Belfort, se promettaient bien d'aller boire un verre à mi-chemin de la montée dans l'auberge du sang, comme on l'appelait maintenant, autant à cause de l'affaire que de la couleur dont elle était peinte. C'était dans le programme. Pendant que le conducteur donnait à boire aux chevaux, les touristes devaient aller se régaler sur le comptoir et faire bavarder les nouveaux propriétaires. Ceux-ci n'étaient là que depuis l'année précédente. Leurs prédécesseurs, les successeurs immédiats des Weisbach, avaient vidé les lieux se prétendant ruinés dès que le scandale avait éclaté. Mais le père et la mère Schaeffer, plus malins, s'étaient dit que la curiosité des imbéciles pourrait bien les enrichir. Le calcul n'était point mauvais s'il fallait en croire les propos du pays. Tous les étrangers qui passaient maintenant par Soleure voulaient voir l'auberge du sang. Certains s'offraient même le luxe d'y coucher. Le jour où Marialus et moi montâmes dans la diligence, après un excellent déjeuner et une bonne bouteille de vin du Rhin, le temps était magnifique et l'on se promettait une belle promenade avec entre-temps un joli chapitre de roman-feuilleton vécu pour compléter le programme. Nous devions redescendre ensuite à Soleure, où nous avions laissé nos bagages. Marialus n'emportait qu'un petit sac. Ah, nous avons bien failli ne plus revenir à Soleure, et nous l'avons vécu plus que nous ne l'aurions voulu, ce roman-feuilleton-là. Vous allez voir comment. Quand j'y pense, c'est peut-être de cela qu'elle est morte, ma brave petite Marialus. Elle qui était si gentille, si rieuse, si pleine de vie, une chair saine, si éclatante, des joues comme une rose. Enfin, passons. C'est ça la vie, un assassinat perpétuel. On se demande pourquoi on vient au monde. Ah, on s'aimait bien. Dans la diligence, j'avais retenu tout le coupé pour nous deux, histoire d'être bien entre nous et de pouvoir s'embrasser à son aise comme de juste. Au moment du départ, nous voyons arriver un couple, quelque chose de bien. Je l'aurai dans l'œil toute ma vie, et pour cause, des Italiens. Lui, un grand bel homme, trop beau, dans les 30 ans, de grands yeux de velours, comme ils savent en avoir là-bas pour rendre folles les signorines. Des dents éclatantes, une peau ambrée, entièrement rasée, l'air d'un acteur. C'en était un ténor qui avait déjà sa renommée, qui avait remporté d'éclatants succès à la Scala de Milan, Antonio Ferretti, comme nous l'avions appris plus tard, d'une santé magnifique, aimable et joviale, le monde entier semblait lui appartenir. Sa compagne, qui se pâmait rien qu'à le regarder, lui appartenait corps et biens certainement. Une jeune femme au visage ravissant, dorée comme une Vénitienne qu'elle était, et de la plus rare aristocratie. Son nom appartient depuis ce jour-là à l'histoire judiciaire, hélas, la comtesse Olivia Orsino. Le beau ténor l'avait enlevée. Je vous dis cela tout de suite pour déblayer, pour que vous voyiez et compreniez les personnages du premier coup, mieux que nous, assurément, qui, dans le moment, ne considérâmes qu'un couple encombrant, lequel, sous le prétexte que l'intérieur de la diligence était déjà à peu près plein, voulait prendre place dans le coupé à nos côtés, ou nous en chasser au besoin s'il avait pu. Altercation, naturellement, car le sans-gêne du beau ténor me déplaisait d'autant plus que je m'étais réjoui de ce voyage à deux dans notre petit coin. S'il avait été plus poli, Antonio Ferretti aurait peut-être obtenu gain de cause, car je ne suis tout de même pas un mufle, et sa compagne était, comme je vous l'ai dit, bien charmante. Marialus me conseillait de céder. Un mot gâte à tout, quelque chose comme « sauvage et de Francese ». Je refermai